un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonsoir Noah. Bonsoir Flavie, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui, ça va? Ça va bien et toi? Oui, je suis contente de faire l'émission avec toi ce soir. Gauthier n'était pas disponible, mais c'est très bien. Ça varie aussi un petit peu les intervenants. Ce genre de choses arrive. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme sujet à aborder ce soir dans les nouvelles? On va commencer par la France. Et alors, moi, je fais vraiment une revue de presse ce soir, c'est-à-dire que je me base sur des articles que j'ai lus cette semaine. Donc, nous avons l'article de Nicolas Bavrez dans Le Figaro qui s'intitule « Marseille, deuxième ville de France et capitale de la drogue ». Donc, je vous ferai l'exégèse de cet article rapidement. Puis, nous parlerons de la Géorgie, n'est-ce pas, Noah? Tu parleras de la Géorgie. Oui, les élections législatives qui ont eu lieu très récemment. Puis, nous parlerons du sommet des BRICS à Kazan, juste après, c'est ça? Oui. Oui. Et puis, nous parlerons des élections américaines. Et avant cela, d'autres élections législatives au Japon cette fois-ci, qui ont eu lieu, encore une fois, il y a quelques jours. Une sacrée année électorale quand même, oui. partout dans le monde. Partout dans le monde, mais elle avait été, oui, c'était prévu. Je me souviens, j'avais lu ça l'année dernière, que je crois que c'était une très grosse année. Les démocraties sont en forme, au moins leur cycle électoral, on va dire. Oui, on va dire ça, plutôt. À défaut de leur vitalité politique. À défaut de leur vitalité et de leur intégrité politique et de leur... Justement, il y a plutôt une crise de la démocratie, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Effectivement. Et d'instrumentalisation des thèmes et des électeurs. Bon. Alors, sur Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit Nicolas Bavrez, qui était un grand soutien de Macron, je crois, au départ, non? Parce que là, il a l'air d'être un peu déçu. Pour avoir lu l'article, j'ai trouvé bien brutal pour quelqu'un. Un peu brutal maintenant. Bon. Donc, il nous dit que la dérive de cette ville, c'est le chapeau, expose une partie croissante du territoire national à basculer sur le contrôle des narcotrafiquants, faute d'une prise de conscience et d'une réaction appropriée des pouvoirs publics. Alors, Marseille compte 873 000 habitants. C'est la deuxième ville de France. On pense souvent que c'est Lyon, mais non, c'est Marseille. Elle a 57 km de façade maritime, un accès privilégié, évidemment, au monde méditerranéen, Afrique, Moyen-Orient, Maghreb, des infrastructures denses et de qualité, des universités et un pôle de recherche dynamique. Donc, elle a tout pour... Tout pour être une grande ville, une belle métropole. Exactement, et un grand pôle économique. Mais, nous dit-il, en dépit de quelques entreprises emblématiques, Marseille vit pour l'essentiel du secteur public. Sur 315 000 emplois, 62 000 sont situés dans les administrations, 10 500 hôpitaux, 5 000 enseignements, 4 500 sécurité sociale, 4 000 dans l'action sociale. 5 000 enseignements, ça ne me semble pas énorme. Alors, ça fait quand même beaucoup de personnes dans le public pour faire tourner l'économie d'une ville. Ça laisserait penser plutôt que l'économie de la ville, elle ne tourne pas beaucoup. Oui, mais c'est ça qu'il nous dit, oui. Alors, atrophie du secteur privé, principalement composée d'une myriade de TPE. C'est donc la ville du chômage permanent et de la pauvreté endémique. Logement insalubre, etc. Alors, chômage permanent, je crois qu'on est aux alentours des 10% de chômage environ. C'est ça. 9, donc, on est au-dessus de la moyenne nationale. Mais oui, bon, disons qu'il y a la vie de... On vit beaucoup de la rente de l'aide sociale. C'est ça. Donc, Marseille, alors, le vrai sujet de l'article, c'est une ville au bord de la rupture et en raison de la sortie de tout contrôle de la violence liée au trafic de drogue et de l'effondrement de l'État. Depuis le début de l'année, 37 assassinats ont été enregistrés. Il y en a eu 49 en 2023 et seulement 26 en 2021. Donc ça monte. Alors, au cœur de cette dérive criminelle, c'est quoi? C'est évidemment la drogue, dont le marché dépasse 3 milliards d'euros
est en très rapide expansion. Un point de deal aujourd'hui rapporte entre 25 000 et 90 000 euros par jour. C'est tentant, hein. C'est intéressant, Flavie. Il faudrait peut-être monter un petit Bah, plan de je te laisserai commerce. voir. Alors évidemment, les quartiers nord, les fameux quartiers nord, concentrent 3/4 des points de deal et 70% des homicides. Alors, c'est des guerres de gangs hein, pour le contrôle du trafic et des territoires. Alors, on cite notamment la DZ Mafia, qui est dirigée par un Algérien, Laribi, qui a pris l'avantage sur le gang Yoda depuis l'arrestation au Maroc de son chef Félix Bingui, mais livre un combat sans merci aux Blacks comoriens de la cité Félix Piat. Les Blacks. Blacks, oui, parce que je disais, c'est pas les Blacks. Les Blacks, c'est les Comoriens. Tu connais, toi, Yann non, mais c'est juste que, ils essayent de se donner un air cool. Donc, j'ose imaginer que c'est les Blacks, parce que juste les Blacks. Oui, ça. Oui, je trouvais ça un peu étrange. Ce qui quand même me laisse pantois, c'est qu'on connaît le nom des chefs, mais j'ose penser qu'ils sont toujours en liberté. Oui, c'est rigolo. C'est pas drôle du tout. C'est très intéressant. Ouais. Alors, c'est pas de loin, nous dit-il, le problème des seuls quartiers nord. Hein. Alors, ce qui est très marrant, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est que le Mexique était venu faire une mission de conseil à Marseille et alerter les autorités françaises hein, sur le changement de dimension et de nature du trafic de drogue à Marseille, et dont ils disaient eux-mêmes que c'était en train de devenir une narcocité, et ils sont bien placés pour le savoir. Oui. Donc, on a reçu des conseils du Mexique, mais que visiblement, on n'a pas vraiment envie d'écouter, parce que nous, le Mexique... Non, mais c'est un État failli, c'est des pauvres. Ils ne savent pas gérer un vrai État. Ouais. Bon, sachant que le Mexique déjà a récupéré les cartels de Colombie, hein, c'est le cartel de Medellín qui, une fois démantelé, finalement est parti au Mexique. Voilà. Et bon, alors ça c'est pour l'Amérique latine, mais nous, alors je ne sais pas en Europe comment les cartels mafieux se répartissent. Je pense qu'il y en a pas mal dans le nord aussi, peut-être vers Anvers et tout ça, vers tout ce qui est lié toutes les villes portuaires en fait. Hein. Oui, c'est ça. Vu que c'est des interfaces avec le monde et les pays producteurs de drogue, forcément c'est vraiment les gros enjeux stratégiques à tenir pour les cartels, les mafias, les gangs, ce genre de choses. Alors, je termine l'article comme ça, pour être si tu peux un peu commenter. Donc, les réseaux de trafic s'étendent dans tout le sud de la France et remontent jusqu'à Grenoble. Hein. Grenoble, c'est aussi une place bien connue. Et évidemment, le maire Éric Piolle ne s'intéresse pas du tout à la question. Il a d'autres sujets. Ça balance une bonne pique sur Piolle quand même, et qu'il est complètement insouciant ou inconscient. Irresponsable et aveugle. Ah mais voilà, c'est pire. Voilà. Alors ensuite, ce qui est très important, je pense, à prendre conscience, c'est la prise de contrôle des territoires urbains, c'est-à-dire par l'infiltration des collectivités locales et de l'État à travers la corruption des édiles. Hein. On a entendu récemment des histoires de maires, j'ai vu une mère, je crois, dont les deux frères étaient des trafiquants. Bon, ça a fait scandale, mais en fait, c'est loin d'être un cas isolé. Hein. Donc, il y a la corruption des élus, mais aussi des agents de port, d'aéroport, les douaniers, les policiers, les gardiens de prison et les magistrats. Il faut bien faire tourner les affaires, faire rentrer la marchandise sans trop de problèmes. Oui, c'est ça. Mais alors, il y a les deux choses. Hein, c'est la tentation de l'argent facile, mais aussi les menaces. Hein. Donc, un mélange des deux. Bon, ça se nourrit bien l'un l'autre. Mais c'est vrai que j'avais lu un reportage, en effet, sur ce qui se passait dans les docks. Et en effet, les dockers, les douaniers, tout ça, tout ce qui travaille dans les ports est largement infiltré. C'est vrai que les mafias ont tendance à beaucoup à rapidement se saisir justement les secteurs comme ça, les dockers. Alors, les dockers peuvent être vus comme une mafia en soi des fois par certains, mais les éboueurs aussi, typiquement comme à Naples, c'est le cas le plus connu. Mais parce que aussi être docker, je crois pas que c'est un boulot qui est super cool et qui est très bien rémunéré. Forcément, tu peux avoir, je sais pas moi, 100 ou 200 balles en plus à la fin de ta journée, tu es content et tu t'acceptes. Hein. Bien sûr. Oui, et d'ailleurs, je veux dire, c'est très difficile de résister. C'est souvent des gens qui ont des très petits salaires, pas pour les excuser, mais bon, ça peut être difficile de résister. Et puis on se dit, c'est un petit trafic, voilà.
C'est pas que c'est difficile. C'est toujours l'histoire du maillon de la chaîne, comme Hannah Arendt pouvait en parler, c'est-à-dire on se sent pas vraiment responsable. Oui. C'est pas que c'est difficile de résister, je dirais, c'est que la tentation est facile, pas pareil. C'est difficile de résister quand ta famille est menacée, je pense. Alors ça, c'est clair. Non, là, je parlais juste de la tentation de l'argent facile, mais quand on est menacé, c'est juste impossible. Et quand ta famille est menacée, c'est impossible, bien sûr. Non, c'est pas impossible, mais c'est juste que c'est un choix horrible à faire. Oui, non, mais c'est juste ma philosophie qui est un peu radicale là-dessus. Mais quand tu as des enfants, tu comprends plus, tu vois. Tu te dis, bon, quand tu as des enfants, je pense qu'il est impossible de résister. Pour terminer, les effectifs policiers ont diminué. C'est une bonne idée, ça aussi. Alors, bon, je vous fais, voilà, il y a il faut financer des plans sociaux. L'argent, oui, c'est mieux. Là où il faut. Ouais. Alors non, parce que je voulais aussi mettre en valeur pour terminer, c'est que je ne sais pas si tu te souviens quand Macron avait été à Marseille en bras de chemise. Je pense que c'est la fois aussi où le pape est venu. Il a dit qu'il venait pas en France, mais à Marseille. Ah, mais non, ça c'est très récent. C'est la même fois. Non. C'était récent, c'était en 2021. Oui, mais le pape... à l'occasion du plan Marseille en grand. Alors, moi, j'ai pas de souvenir de Macron à Marseille et d'un plan Marseille en grand, mais le pape qui est venu à Marseille et qui a dit « je ne suis pas en France », ce qui a mené à plein de vannes sur le fait qu'il était en Algérie. Attends, je crois que c'est rapidement, mais je pense que c'est plus récent que ça, le pape François, quand il est venu. Marseille en grand, c'était bien en 2021. Pardon. Oui. Alors, le pape... Ouais, je pense que c'est plus récent, le pape François. Attends, je mets pape Marseille. Même si... Visite du pape François, excuse-moi, je sais pas très... Ah, c'était en 2023, t'as raison. Donc ça voilà, c'est ça, parce que bon, le temps, sinon, ce serait écoulé beaucoup trop vite. D'accord, ouais, ok. Donc, bon, c'est pas la même chose, donc on n'est pas là pour parler du pape, de toute façon. Alors, le plan Marseille en grand, 2021, septembre. Annoncé en grande pompe, il entendait faire de la cité phocéenne le laboratoire du redressement de la France en investissant 5 milliards d'euros dans l'éducation, la santé, le logement, la mobilité, l'emploi, la sécurité, la culture. 3 ans plus tard, les sommes dépensées s'élèvent à 1,31%, c'est précis, hein, des engagements pris, et sont nuls pour les 3 secteurs clés de la sécurité, de la santé et des transports. Alors, il nous dit Bavresque, symbolique de l'amateurisme qui règne au sommet de l'État. Ce plan, sans équivalent pour aucune métropole française, n'a fait l'objet d'aucune étude préalable, d'aucune concertation avec les élus, pas de mise en place d'une gouvernance assurant l'alignement de l'État et des pouvoirs publics locaux. Il n'y a été détaillé ni en action, ni en objectif concret, ni formalisé dans un contrat. Seule la parole thaumaturgique du président était censée faire foi. Voilà. Alors, Marseille symbolise les maux qui ont transformé la France en homme malade de l'Europe. Ses atouts majeurs sont ruinés par la culture de l'assistanat et de la rente, par la dépendance à la dépense et à la dette publique, etc., etc. Le fiasco de Marseille, conclut-il, en grand, explique ainsi pourquoi et comment Emmanuel Macron a fait la France toute petite. Eh bien, ancien soutien de Macron... Je crois, parce que vrai, c'est un libéral bon teint. La rupture est rude, hein, quand même. Mais oui, ça se sent l'assistanat dans votre discours sur l'assistanat. Non, c'est marrant parce que notre président, qui était censé être le plus libéral, n'a fait que renforcer, creuser la dette pour principalement financer l'assistanat. Alors, on m'a dit que... Parce que je me dis, mais l'assistanat, on nous dit toujours que ça ne coûte pas si cher. Moi, j'ai entendu 800 milliards par an. Donc, par rapport au montant de notre dette, c'est quand même... 800 milliards, non, 800 milliards, c'est plus que le budget de l'État. Oui, non, mais écoute, c'est David qui m'a dit ça. Alors bon, je sais pas. Ça m'a l'air trop. Mais bon, je ne suis pas un expert dans le sujet, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais Marseille, de toute façon, est une ville assez... Est-ce que c'est la pire ville de France? Non, il y a quand même Paris. Mais c'est quand même une ville qui est très difficile à gérer. Je sais pas comment il s'est trompé c'est peut-être plutôt millions, hein. C'est 740 millions, c'est pas des milliards. Ça m'a l'air trop léger pour le coup, mais c'est plus vraisemblable. MD, ah ben non, c'est milliards MD. Non, milliards, MD c'est milliards. Eh ben écoute, le montant des prestations sociales qui constitue 94 du total des dépenses de quoi? Bon bref, s'élève à 741 milliards d'euros en 2018. Ouais, c'est dément.
ça m'a l'air quand même excessif, Mais je suis mais sur INSEE.fr. Non, mais ok. Bon, bah voilà, hein. L'assistanat en France, vive l'État-providence. Après, c'est pas ponctionné directement sur le budget de l'État, mais la sécurité sociale dépend de l'État français. Donc, C'est hallucinant. Je viens d'apprendre ce fiche, on est ce quand même chiffre. très lié. Mais bon, C'est .fr, hein. Donc, ne dérivons pas trop, on va pas faire une non, mais c'était une sur Marseille, incise c'est-à-dire sur, que voilà, c'est Marseille est symbolique de ça aussi. effectivement, Voilà, la Géorgie. Ouais, non, finissons quand même un peu sur Marseille. Ah ouais, j'ai fini. Oui, non, oui. Ah oui, si tu veux commenter ce que je viens de dire. Les commentaires, c'est ça que je veux dire. Comment oui. C'est que la ville est connue, notamment les quartiers nord et tout ça, pour les trafics de drogue et tout ça. Et bon, les populations qui sont à l'origine du trafic de drogue. Et pourtant, ce qui est génial, c'est qu'on a diminué les effectifs de police. Mais comme c'est indiqué dans l'article, c'est que la baisse des effectifs est masquée par l'utilisation de CRS de manière intempestive. Et genre, on est face à une espèce d'inefficacité chronique des institutions dans la ville, parce qu'il y a aucune volonté politique de régler le problème. En fait, oui, c'est ça qui est en fait, parce qu'on nous parle toujours d'incompétence. Je veux dire, l'incompétence à ce niveau-là, avoir engagé qu'1% des dépenses Oui, je pense qu'à un moment, non. Moi, je ne crois pas à un moment à un niveau d'incompétence tel. C'est pas de l'incompétence, ça. C'est comme, ça m'évoque comme ce qui s'était passé avec l'Ukraine, où Macron avait mérité sa propre expression, était devenue une expression en ukrainien. Je sais plus ce que c'était, mais c'était littéralement avec son nom. Qui était justement, je crois, promettre des choses et ne rien faire. Ouais. C'est la même chose, mais quand même, il a été particulièrement radin. C'est assez tragique. Mais c'est surtout, je pense, il n'ose pas toucher au trafic de drogue. Non, d'abord, c'est pas un grand courageux. Donc déjà, toucher à ça, ça demande une volonté politique et une force politique bien au-dessus de ses capacités. Oui. Donc je pense qu'il a. Mais c'est pas forcément de lui. Ça dépend pas forcément de lui. C'est pas nécessairement à la police nationale de faire ça. C'est aussi aux autorités communales de faire ça. Oui, mais et par ailleurs, alors là, je vais un peu plus loin, mais je pense qu'il a une sorte de fascination pour ce monde-là. Il nous l'a souvent prouvé. Alors, à plus petite échelle, hein, mais il a souvent fréquenté. Il aime bien fréquenter. Oui, enfin, on se souvient de. Bon, Benalla, c'était pas un mafieux, mais. Ouais, bon, enfin. Moi, je pense qu'il y a une fascination des élites pour. Alors, la mafia, je crois qu'ils connaissent pas bien parce que c'est d'une ultra-violence. Mais en tout cas, pour ce qu'on peut appeler les petits voyous, où il y a une sorte, en tout cas, de complaisance. Après, je pense qu'ils doivent les voir comme une espèce de représentation de la liberté, dans le sens où ils font un peu ce qu'ils veulent, ils s'en fichent de la loi. Et puis en fait, ils ne remettent pas. Non, mais tu sais, ce qui est assez simple, c'est que ce que n'aime pas un gouvernement, c'est ce qui remet en question sa politique, son idéologie, et son objectif. Les mafias ne remettent rien en question. C'est un fonctionnement parallèle. C'est aussi pour ça, je pense qu'il n'y a rien qui est fait contre la drogue, pas que à Marseille, mais aussi à Paris typiquement. Mais dans d'autres villes. C'est une sorte de paix sociale aussi. Dans d'autres villes. Exactement. C'est que si tu coupes le trafic de drogue, tu as plein de gens qui ont plus assez d'argent. Alors, certains pour se payer des Lamborghini, et dans ce cas-là, on va pas pleurer pour eux, mais d'autres juste pour qui vivent du RSA, donc pour vivre plutôt que survivre. Et derrière, faut assumer d'avoir à s'en charger. Et dans une ville qui est peut-être retirer le RSA au quartier nord. Non. Oui, mais faut aussi recréer de l'emploi. C'est pas que ça. Faut aussi proposer de l'emploi aux gens. Enfin. Oui, après, ceux qui sont dans les grandes mafias, en général, n'ont pas du tout envie de travailler dans un bureau. Hein. Ah oui, non, mais avant de retirer de l'argent aux gens, il faut d'abord leur proposer du travail. Il faut être sûr qu'ils aient du travail derrière, parce que sinon, c'est juste les condamner à la misère. Et c'est pas propre, ça. Mais bon. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'on rentre dans des réseaux mafieux juste parce qu'on veut échapper à la misère.
C'est pas aussi simple que ça. Bah, il y a l'attrait et aussi les pressions. C'est-à-dire que si tu grandis dans une cité, j'ose imaginer, et que tu vois les mecs qui font le guet, qui font du trafic Ouais. et tout ça, tu connais forcément une personne qui connaît une personne, qui est là-dedans et bah, tu peux te dire que pourquoi pas toi, tu peux te faire de l'argent Oui. avec ça, ça peut être Mmh. bien. Ça peut aller très vite, je pense Mmh. et donc Après, bah, d'incorporer dans la ce qui est moins précarité. vite, qui va peut-être moins facilement pour certains, c'est le meurtre et l'ultraviolence. Ah ça, Ça, c'est c'est un pas. autre extrême. Mmh. C'est une autre extrémité, c'est une conséquence logique, bah, les guerres de clans et tout ça. Ouais. Bon, on va passer à la Géorgie parce qu'on a Oui, déjà et effectivement. l'heure avance. Donc du coup, heu, donc ce 26 octobre ont eu lieu des élections législatives en Géorgie, heu, qui ont été ressenties un peu différemment, un peu enfin partout à travers l'Europe, qui ont vu le parti qui est actuellement au pouvoir, le Rêve géorgien, être, reconduit dans sa majorité absolue, parce qu'ils ont remporté, j'arrondis, 54 des sièges, ne perdant qu'un seul siège, contre les oppositions, qui était une coalition, on va dire, de partis, pro-Union européenne, alors que le Rêve géorgien, bon, est taxé d'être pro-russe. Ils veulent au moins être, conciliants avec la Russie parce qu'ils ont Mmh. peur de se faire rouler dessus par la Russie, Mmh. heu, bah, avec ce qu'il y a en Ukraine et le fait que, la Géorgie a des petits problèmes avec des minorités nationales, donc les Ossètes et les Abkhazes, qui bénéficient d'une protection de la Russie et qui a des troupes dans les régions, donc l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, heu, qui sont de jure des territoires géorgiens. Dans les faits, ils se revendiquent indépendants. Mmh. C'est un peu comme les républiques libres du Donbass, Un peu comme la Transnistrie, les oui, républiques, oui, c'est ça aussi. mmh, C'est un peu pareil et du qui est coup, un bah, là, le cordon parti, entre l'Ukraine et la Moldavie, hein, c'est ça? oui, exactement. La Transnistrie, c'est une partie de la Moldavie qui est peuplée de russophones, et c'est pour ça qu'ils ont fait sécession, on va dire. Et du coup, bah, le Rêve géorgien a remporté les élections, sauf que la présidente, de la Géorgie, qui est pro-Union européenne, elle, donc Salomé Zourabichvili, Ouais, heu, je suis pas contente. effectivement n'est pas contente du tout et a appelé à des manifestations massives pour refuser les résultats de ce scrutin. C'est Mmh. pas très démocratique, on pourrait se dire, mais il y a quand même des accusations, et des observations de la part d'observateurs internationaux, comme quoi il y aurait eu des irrégularités durant le scrutin. Mmh. Alors, c'est pas étonnant. Loin de moi l'idée de cracher sur les pauvres gens de ce pays et tout ça, mais la Géorgie, tout comme beaucoup de pays d'Europe de l'Est, même si c'est pas en Europe de l'Est, heu, Ouais. bah, le niveau de corruption a tendance à être assez élevé, Mmh. héritage soviétique, j'imagine, heu et bah, on a donc, des accusations de bourrage d'urnes, d'achat de scrutins. Alors moi, je veux bien le croire, il y a aucun problème, sauf que ce qui est sous-entendu en général, c'est que ça ne sert qu'un seul camp, Ouais, ouais, les méchants pro-russes. ouais. Alors je veux bien croire, il y a aucun problème qu'ils aient fait, des trucs, pas forcément, qu'ils ont reçu typiquement du soutien financier de Moscou. C'est tout à fait vraisemblable. Heu, Oui, certes, mais normalement, est-ce qu'il y a pas des scrutateurs, dans ces cas des cas un peu difficiles comme ça, des scrutateurs des Nations unies ou mais oui, il d'internationaux, y a des observateurs justement, internationaux. Sauf que, je crois que ces observateurs internationaux sont entre autres dépêchés par l'Union européenne. Donc je les soupçonne de pas être vraiment neutre ouais, là-dessus. c'est Mais encore une fois, il est tout à fait vraisemblable qu'il y ait eu des irrégularités dans le scrutin. Et donc c'est pour cette raison-là que, la présidente du pays, c'est une république parlementaire, hein, donc elle a pas vraiment de pouvoir, a appelé à des manifestations contre le parti qui l'a remporté, le Rêve géorgien. Parce que justement, il est accusé d'avoir bourré les urnes, mmh. acheté des votes, tout ça, tout ça. Moi, quand même, je trouve que ça sent beaucoup, pour le dire comme un jeune, le seum et la Oui, rage d'avoir perdu, tout comme mmh. ça semblait être annoncé en Moldavie un peu plus tôt pour le référendum, et Ouais. l'adhésion de la Moldavie a lieu. Là, cette fois-ci, c'est pas le bon camp qui a gagné et on voit l'ombre de Moscou derrière. Alors, il y a pas de doute que
Sachant que la quand même. Moldavie, ça a gagné de façon très serrée avec Oui, les votes de la diaspora, comme on parlait une effectivement. semaine. Mais il n'y a pas de doute du tout sur le fait que la Russie et ce qui se passe en Ukraine fait d'une manière pression sur, Oui, sur oui, les élections. ça, oui. Le parti Rêve géorgien a d'ailleurs joué là-dessus, sur la peur que qu'il y ait une contagion à la Géorgie. On peut tout à fait les comprendre. Certains vont dire que c'est du démagogisme, d'autres dire qu'ils lèchent les bottes de Poutine. Ça peut s'entendre. Mais dans tous les cas, ils ont plutôt raison et veulent éviter que leur pays ne se prenne une baffe par ricochet. Ouais. Mais on va dire quand même qu'ils font du populisme aussi, c'est de la démagogie. C'est pas entièrement faux, mais est-ce que la peur qu'ils ressentent, ils sont voisins directs de la Russie, je rappelle, et ils sont déjà pris une claque en 2008 par la Russie, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Et du coup, on a le Premier ministre actuel qui est issu du parti Rêve géorgien, Irakli Kobakidze, c'est pas simple à dire, qui du coup devrait logiquement être reconduit dans ses fonctions. Mais cependant, il est important de rappeler que même ce parti qui est présenté comme pro-russe et tout, ne remet pas en cause l'adhésion, enfin la volonté de la Géorgie d'adhérer à l'Union européenne. C'est des méchants pro-russes, mais bizarrement, ils veulent quand même rentrer dans l'UE. Oui, comment tu analyses ça, justement? Le double discours est assez étrange. Enfin, c'est surtout que, dans les faits, si tu rationalises, le parti Rêve géorgien, c'est probablement juste des gars qui sont classifiés, on va dire, plus ou moins à droite, conservateurs, qui jouent aussi sur le fait, la préservation des valeurs traditionnelles, chrétiennes et tout ça en Géorgie, contre tout ce qu'incarne l'Union européenne, enfin, vu du point de vue géorgien, les gay pride, tout ça, tous les trucs autour des LGBT, par exemple. Mais ils sont tout de même pour que la Géorgie intègre l'Union européenne. De fait, ce ne sont pas des euro-sceptiques. Ouais. Mais ils ne veulent pas de rapport conflictuel avec la Russie. Logique, car ils sont voisins de celle-ci. Oui, mais s'ils rentrent dans l'Union européenne, ils auront un rapport conflictuel avec la Russie. C'est le risque aussi, mais pourtant, le parti veut y accéder. Sans doute parce que elle recevrait des fonds structurels européens et tout ça. La Géorgie serait vraisemblablement gagnante si elle intégrait l'Union européenne. Parce que c'est un pays qui aurait besoin de développement. Peut-être pas autant que certains pays des Balkans, mais quand même plus que la Pologne, par exemple. Et donc, on a cette situation complexe où cette fois-ci, les dés n'ont pas été favorables à l'Union européenne, et du coup, ça jase pas mal. Et j'ai vu, en écoutant une émission d'Arte, grande chaîne franco-allemande et pro-Union européenne, s'il en est, que je crois que c'était le frère, c'est ça, c'était le frère de la présidente, qui est le président d'une association franco-géorgienne, donc un truc d'amitié entre les deux pays, qu'il a trouvé très bizarre que la visite d'État de Viktor Orban en tant que président de l'Union européenne, donc présidence de 6 mois, je rappelle, présidence tournante, coïncide, comme par hasard, avec la victoire du parti Rêve géorgien aux législatives. Moi, ça m'a doucement fait rire, parce que le niveau de complotisme est assez impressionnant. Enfin, Viktor Orban, ce méchant conservateur antilibéral, il a vraiment sous-entendu que les résultats étaient connus à l'avance. Enfin, que Viktor Orban planifie une visite d'État en tant que Premier ministre hongrois ou que président de l'Union européenne, à la suite d'élections législatives en Géorgie, qui est un État candidat à l'adhésion, qu'importe le résultat, c'est normal. C'est normal. J'ose imaginer qu'il aurait tout de même félicité les vainqueurs de la coalition pro-Union européenne s'ils avaient gagné. Quand on dit qu'il y a ingérence russe dans les élections, c'est-à-dire qu'il y a transfert d'argent, l'Union européenne aussi, est-ce que l'Union européenne aussi finance ces élections dans un but d'entrer justement à l'Union européenne? Mais ça, c'est pas dit. C'est pas dit. C'est parce que ça, c'est normal. C'est le lot, mais c'est le lot de tous ces pays qui sont à la frontière, la Moldavie, pareil. C'est que ils sont à des carrefours. Les pro-Union européenne reçoivent des fonds, des soutiens de la part d'associations, pas que européennes, notamment états-uniennes. On pense à la Foundation for Democracy, je crois, c'est un truc comme ça, de Soros. Mais les pro-russes
ou conciliant avec la Russie, parce que c'est pas pareil tout de suite, reçoivent aussi du soutien russe, logiquement. Donc, c'est des pays qui sont pris en sandwich et ils sont condamnés à être dans le jeu d'influence, malheureusement. Et c'est vrai que la population aussi est assez divisée. J'imagine que les jeunes veulent plutôt entrer dans l'Union européenne. Mais c'est pas que les jeunes. Donc, c'est assez inextricable, en fait. Oui, mais il semblerait tout de même que malgré leur vote, 80, ça me paraît beaucoup, mais je veux bien y croire, 80% de la population géorgienne est favorable à l'adhésion à l'Union européenne. Ça peut se comprendre. Pour eux, l'Union européenne, ça représente... Les Géorgiens ont tout de même des choses en commun. C'est des Européens du Caucase, on va dire. Bon, ils partagent entre autres la chrétienté orthodoxe avec les Européens, mais il y a aussi beaucoup de liens culturels L'Union historiques. européenne ne se revendique plus chrétienne. Oui, mais il y a tout de même des résidus d'identité et tout ça. Il y a des restes en Europe, tout ça. Et du coup, il y a vraiment une volonté de proximité avec l'Union européenne. Mais il y a une volonté aussi de ne pas se froisser plus que nécessaire avec le gros voisin russe, qui a montré que qu'il pouvait être très chatouilleux. Enfin, eux, ils se sont, je le répète, mais ils se sont pris, ils ont eu environ 20% de leur territoire qui a été envahi et occupé, qui l'est toujours, partiellement, par des troupes russes ou pro-russes en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Donc, c'était Sarkozy qui avait réglé le problème à un moment, c'est ça? Il y avait eu, oui, il me semble qu'il y avait eu critique de ce qui s'est passé et tout ça. Mais l'affaire était un peu inextricable. Il y avait des affaires de maltraitage des minorités et tout ça par les Géorgiens. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est une affaire qui est assez tendue. Et du coup, la Géorgie a fait son choix. Alors, librement ou non, est-ce que le rêve géorgien a bourré les urnes? Peut-être. Est-ce que les pro-UE ont essayé de bourrer les urnes mais n'ont pas fait assez? Peut-être. Des commissions d'enquête indépendantes nous le diront éventuellement. Oui, voilà, maintenant, c'est quand même, ces élections doivent être surveillées pour éviter, parce que maintenant, c'est comme ça tout le temps, c'est comme ça aux États-Unis, on ne peut pas chaque fois, il y a une élection, les uns s'accusent de oui, c'est pas du tout sain pour la démocratie. Non. Enfin, dire ils ont gagné, c'est inacceptable, c'est des agents de l'étranger, parce qu'on est quasiment sur ça quand même. C'est pas tout sain pour la vie démocratique d'un pays. Pour les États-Unis, on va avoir la même chose, qu'importe le gagnant. Déjà, il y avait des articles sur Trump agent russe. Je crois que c'était dans le Figaro. Et j'ai pas eu le temps de les lire, mais ça avait l'air assez distrayant. Trump agent russe. Enfin, on a blagué, petit insiste quand même, on a blagué sur Poutine qui soutient Kamala Harris et tout ça. Mais c'est pas forcément débile. Parce que Kamala Harris, c'est Biden 2. Donc c'est mou. Il trouve Biden plus prévisible que Trump. Oui, c'est ça, ça l'arrange. l'arrange. La guerre, mais ça l'arrange, alors que Trump, lui, il a un côté plus impulsif, plus brutal, et il pourrait plus le gêner par des sanctions, des pressions, des trucs comme ça. Ou arrêter la guerre, mais de façon un peu brutale, pas dans les intérêts russes. Poutine, alors si les Russes sont plus favorables à Trump qu'à Kamala, c'est une question de valeur aussi, mais le pouvoir russe n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui est proactif, on va dire, comme Trump, parce qu'il pourrait les gêner. Logique. Mais voilà, bon, bref, on n'est pas là pour parler de Trump agent russe. Éventuellement, on en parlera en dernière partie. Et du coup, voilà pour les élections législatives en Géorgie, si tu n'as rien à rajouter. Non. Peut-être, mais bon, on n'a pas le temps. Là, je voulais juste faire un petit retour sur le sommet des BRICS à Kazan, donc 12-13 octobre. En Russie. En Russie. Ça, c'est un article d'Antipresse, l'hebdomadaire de Slobodan Despot, qu'on avait interviewé dans un autre cercle. Et qui s'est beaucoup exprimé avec Bernard Wicht, Laurent Henninger, Jacques Beau, au moment de la guerre en Ukraine. Je précise que Slobodan Despot est russe d'origine serbe. Donc là, oui, donc il nous dit que donc, ce sommet constitue la pierre d'angle d'un nouvel ordre planétaire, au même titre que fut le sommet de Bretton Woods, selon lui. Alors, pour recevoir tout ce monde, on a bâti, restauré des espaces, des grands édifices publics,
On a fait des travaux assez déments. Bon, je ne vais pas dans le détail. Tout le monde a compris que rien ne serait comme avant, nous dit-il. Les 36 États qui sont rassemblés à Kazan représentaient près de 5 milliards d'êtres humains. Le président turc Erdogan est devenu rencontrer en bilatéral, c'est-à-dire personnellement les chefs des 3 principales puissances de l'Alliance, marquant clairement qu'il oriente désormais les perspectives de son pays vers l'espace eurasien plus que vers l'Europe. Il y a aussi le secrétaire général des Nations Unies qui est venu in extremis, soulevant la fureur de l'Occident. De l'autre côté, le président brésilien a fait faux banc au dernier moment, et ainsi que le prince, comme il appelle, le prince d'Arabie. Je pense qu'il Bin Salman. Prince d'Arabie. C'est pas tellement étonnant du côté de Lula, ce qui est un petit peu, moi j'ai l'impression, le corps entre des chaises, pour rester poli. Certains, je connais quelqu'un, même si c'est pas trop une connaissance intime, qui considère que Lula, c'est un peu, contrairement aux apparences, c'est un agent des États-Unis au Brésil. Alors c'est pas forcément intuitif parce qu'il est classé à gauche. Oui, mais c'est une gauche, c'est pas trop. C'est pas forcément la même qu'aux États-Unis non plus, pas les mêmes pays. Non, c'est pas démocrate, certes, mais c'est un personnage ambigu. Ouais, donc le voir absent, c'est quand même, il avait peut-être un empêchement vraiment, hein, mais ça peut aussi être vu comme un message. Dans BRICS, il y a B quand même, hein. C'est quand même. Oui. Ouais. Il y a aussi le président serbe, donc Vučić, qui a été invité, mais qui a préféré envoyer son vice-premier ministre. Alors, le partenaire junior de la Russie. C'est-à-dire qu'on peut imaginer. Regardez, c'est mon copain. Non, mais on peut imaginer certaines pressions, puisque la Serbie est dans l'Union européenne ou pas? Non, pas du tout. Non, mais elle souhaite y rentrer. Alors, elle souhaite y rentrer, non pas vraiment. Il y a moins de 50% de la population qui veut intégrer l'Union européenne. Alors, mais je sais que pour les élites, c'est peut-être pas pareil, mais oui, la population n'est pas forcément favorable à rentrer dans l'Union européenne. Ils la voient. Bon. Ça leur plaît pas trop ce qu'ils voient, j'imagine, dans l'Union européenne. Et ça plaît pas à qui, pardon? Aux Serbes. Ce qu'ils voient quoi? Oui, ils sont dans l'Union européenne, tous les trucs, encore une fois, avec les LGBT, tout ça, et le rapport conflictuel avec la Russie. Puis historiquement, ils sont quand même relativement pro-russes, et ils n'ont pas oublié le bombardement de Belgrade. Oui, je pense que ça leur reste en travers de la gorge, et ils ont raison. Hein. Voilà. Ça se comprend. Donc, ensuite, le sommet semblait viser avant tout un accomplissement pratique, l'établissement d'un réseau d'échanges financiers capable de contourner le dollar. Ils ont laissé fuiter une coupure de la monnaie du BRICS, pour l'instant, qui paraît-il pas tout à fait au point. Alors, il y a on parle de ce qui intéresse, une notion intéressante, c'est le secret de l'empire des tsars et de la civilisation russe, c'est amortir la dualité par la trinité et remplacer la logique binaire par le principe, si difficile à admettre en Occident, du tiers non exclu. Moi, j'ai lu un article récemment dans Éléments, un journal dit d'extrême droite, mais, mais que chaque fois que je lis, je trouve très intéressant, et je ne le trouve pas du tout d'extrême droite. Mais c'était justement Alain Benoît qui avait fait un édito sur cette notion de tiers non exclu auquel nous n'adhérons pas du tout aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est méchant contre gentil, et il n'y a pas possibilité de médiation par un tiers, et par... voilà. C'est un peu le retour des blocs occidentaux et alors pas soviétiques, mais émergents, réémergents de l'Est surtout, parce que l'essentiel de la puissance des BRICS, c'est la Russie, la Chine et l'Inde. Il y a l'Iran, je crois, qui est candidat pour intégrer les BRICS. La Turquie qui veut s'en rapprocher. On retourne sur cette binarité, et puis les autres qui prennent pas parti, c'est le tiers-monde, c'est les pauvres. Et les pauvres, on s'en fout, on leur marche dessus. Attends, tu parles de qui, là, en parlant de ceux qui prennent pas parti? Pourquoi j'ai pas compris. Les pauvres, ceux qui ne sont pas dans un bloc. On s'en fout, c'est le tiers-monde. Oui, d'accord. C'est pour nous, tu veux dire, occidentaux? Oui, bien sûr. de notre point de vue.
Tout à Après, fait. bon, est-ce que eux, est-ce que les BRICS seraient plus sympas dans leur approche? Je sais pas. Mais Non, mais pour ça l'instant, m'a ils ont une l'air d'être approche l'approche forcément occidentale plus au moins. multipolaire, dans le sens où, en fait, ils respectent les souverainetés des uns et des autres. C'est pour l'instant une sorte d'alliance comme ça, mais qui n'a rien à voir avec Bah, l'Union ils les européenne vers emmerdent pas l'Occident, avec où des on suit ils un les chef ils et les on suit une emmerdent pas direction. avec des questions de politique interne. Oui, ce serait bien que vous fassiez Déjà ces des questions de lois et tout politique ça. interne, mais même de géopolitique, c'est-à-dire, pour l'instant, il n'y a pas de manichéisme. Bon, après, il faut voir ce que ça va donner, cette alliance, mais c'est Oh, de la pas... nuance. De la nuance en géopolitique, quelle horreur. Ouais. Mais pour l'instant, c'est une alliance d'intérêts. Une alliance. Non, c'est pas Ah, forcément. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut appeler ça une alliance. non, c'est pas une alliance, c'est un regroupement. Ouais. Si les BRICS ressemblent plus à une forme de coopération, Mmh. c'est pas quelque chose comme l'OTAN ou l'Union européenne. Non, c'est ce que je voulais te dire. Ouais. Ce sont des puissances qui ont beaucoup de différences, mais qui se retrouvent dans la volonté Les intérêts communs et la volonté de... c'est ça, de ne pas forcément s'aligner, pas nécessairement de créer un nouvel ordre. Ça, ce serait plus la Chine, je pense. Mmh. Mais de ne pas s'aligner systématiquement sur le monde occidental. Mmh. Proposer une autre C'est voie. une réaction à l'hégémonie occidentale, justement. Ça, c'est Mmh. une réaction assez saine à une hégémonie qui ne souhaitent plus respecter, et surtout qu'ils ne sont plus en mesure de respecter, dans le sens où ils ont maintenant une croissance qui leur permet de ne pas être obligés de la respecter. Et ils peuvent se permettre effectivement de la remettre en question. Voilà. Alors, il y a un petit retour aussi sur Kazan, hein, justement, en tant que lieu historique. C'est à la fois le lieu de la victoire cruciale de 1559 d'Ivan le Terrible, où l'Empire russe a soumis les Tatars pour devenir maître de l'espace eurasien jusqu'à la Chine, la cité vitrine de l'islam traditionnellement intégrée dans l'Empire russe également, et l'un des débouchés stratégiques des anciennes et nouvelles routes de la soie. Donc, il parle de Kazan comme un chaudron idéal pour une fusion syncrétique et inconciliable. Il parle aussi du fait que le monde musulman est très représenté, en tout cas à Kazan, une composante économique capitale, du moins dans l'enjeu de guerre démographique et géopolitique. L'iconographie du sommet a fait une large place à la frappante mosquée moderne de Koul Sharif, et ce n'est pas forcément un hasard. On aurait pu mettre une grande cathédrale orthodoxe ou l'illustre monastère de la Mère Dieu dans cette ville qui vit apparaître l'icône miraculeuse de la mère et l'enfant de Kazan, qui est un des trésors les plus sacrés de Russie et du monde orthodoxe, mais l'Empire résonne impérialement, nous dit-il, non spirituellement ni identitairement. C'est de sa force et quelquefois sa perte. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de cette réflexion. C'est intéressant, je pense, c'est la volonté de la Russie d'apparaître comme... de toute façon, elle n'a pas trop le choix, mais d'apparaître comme une puissance qui accepte et qui intègre l'islam. Quand même, c'est une nation orthodoxe, incontestablement. La Russie est aussi un pays musulman, en termes de proportion de population, plus que la France. Et pourtant, les musulmans en France représentent aujourd'hui une grosse partie de la population. Bon, peut-être pas 20%, et encore, ça dépendrait des sources. Mais en Russie, ça doit représenter peut-être plus de 20%. Hein. Je rappelle qu'une bonne partie du nord du Caucase est musulman. Ce qui reste de l'Asie centrale russe, c'est beaucoup de musulmans aussi. Et l'islam a une place en Russie qui est historiquement très structurante. Donc il y a une volonté de montrer aussi aux puissances arabo-musulmanes que regardez, nous on n'est pas des enfoirés de racistes, on n'est pas islamophobes. Ceci dit, c'est une place qui est là historiquement depuis très longtemps. Oui. Ils sont aussi tous quand même tenus à un espace. Oui. Hein, ils ne sont pas vraiment à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Donc c'est une histoire très très différente. Hein. Absolument, et ils se tiennent à cet espace en général. Ils n'ont pas les mêmes la Russie n'a pas la même approche que les pays occidentaux, parce que l'islam dans les pays occidentaux, c'est quelque chose d'assez récent. La Russie, c'est historique. Et la Russie, à mesure qu'elle s'est étendue vers la mer Caspienne et le Caucase, elle a intégré des populations musulmanes. Elle a dû apprendre à les gérer. Du coup, la Russie, on rappelle tout de même, moi, je considère pas que c'est une dictature, mais ça, c'est mon problème. Mais ça reste quand même un État qui est autoritaire et qui gère ses populations de manière
à poigne, on va dire. Mhm. Et l'islam, on a bien vu ce qui s'est passé en Tchétchénie. L'islam en Tchétchénie, c'est un islam qui est assez chaud, parce que c'est un islam du Caucase, qui est assez énervé, comme toutes les populations des montagnes en général, c'est des gens qui sont assez vénères, hein, CF les Balkans. Mais ils restent en Tchétchénie. Leur islam, ça reste en Tchétchénie, au Daghestan. Ils sont laissés tranquilles, ils peuvent faire leur sauce, mais ils ne vont pas emmerder le reste de la population. Oui, c'est ça. C'est un État fédéral, la Russie. Alors en même temps, c'est vrai que Poutine a choisi un homme, Kadyrov, qui est maintenant à sa botte, mais il a passé des accords, mais ce sont des accords très fermes, c'est-à-dire on vous laisse vous épanouir, mais selon ce que nous aussi on impose. Oui. Je pense que c'est des accords très forts et très violents, mais intelligents. C'est en tout cas. C'est différent, mais ça se rejoint. Ça se rejoint avec la façon de gérer les populations, de gérer le pays à la chinoise, on va dire, où on laisse peu de marge de manœuvre. Alors en Chine, c'est pire, mais on laisse une marge de manœuvre réduite parce que pour la Russie, c'est pas tant les populations qui sont nombreuses, même si ils sont quand même sont plus de 100 millions. C'est les espaces qui sont vastes et il faut pas laisser trop de marge parce que sinon ça peut vite devenir le bordel et ingérable. En Chine, ils ont de l'espace et des populations, donc on laisse encore moins de bride. Oui, c'est vrai qu'un empire est beaucoup plus difficile à tenir qu'une nation. La Russie est une nation, c'est une nation multiculturelle, je pense. Mais disons que c'est un ancien empire, donc aujourd'hui. Mais bien sûr que c'est pas un empire, il faut surtout pas dire ça. Non, on peut soutenir que c'est un empire, voire un empire colonial selon certains, avec la Sibérie et tout ça. C'est contestable. Mais tout comme moi, ma conception de nation multiculturelle, c'est contestable. C'est vraiment une question de point de vue là-dessus. En tout cas, c'est pas du tout géré de la même façon chez nous. Non, bref. Revenons aux BRICS quand même, parce qu'on dérive pas mal sur la Russie. A été présent à la conférence des journalistes qui, pour donc cet article, n'ont été le reflet du désarroi narcissique de ces journalistes et non d'un vrai intérêt, fut-il hostile, pour le processus en cours. Ils se sont privés, comme ils ont privé leurs décideurs et leur public, d'une réflexion pourtant essentielle sur le devenir du monde et de leur propre rôle dans ce flux. Alors, il nous souligne 2 entretiens qui ont contextualisé cette réunion. Donc, celui d'Alexandre Douguine, le fameux Douguine, je dirais l'intellectuel organique, comme on dit, de Poutine, celui dont la fille a été assassinée au début de la guerre en Ukraine. Hein. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Comment elle s'appelait ? C'est pas un pro-eurasien, lui ? Oui, il est plutôt eurasien, c'est un nationaliste très fort, fervent, très chrétien orthodoxe. Alors, pour c'est Daria Douguine, c'est ça, hein, qui a été... Je crois que c'est si c'est bien lui, si c'est bien le même Douguine. Oui, il a une grande barbe, il a un look très... Si c'est le même, je renvoie à la dernière émission qui a été faite sur cette chaîne, qui est Géopolitique Libre, où il était question du grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, c'est compliqué les noms polonais, où il était question à un moment donné de Douguine. Et Gauthier, notre éminent Gauthier, met en doute le fait que Douguine chuchote réellement à l'oreille de Poutine et tout ça. Oui, ça a été mis en doute. Il soupçonne que son importance s'est grandement exagérée. Donc prudence là-dessus. D'abord, quand sait-on ? Et puis c'est quand même... C'est un idéologue, assurément. Mais oui, quelle est sa réelle influence ? C'est un idéologue, où il a des convictions très, très, très fortes. Mais je pense... Je ne sais pas s'il rencontre vraiment régulièrement Poutine, mais je ne pense pas que Poutine lui soit opposé. Bon, enfin, on n'est pas là de la même façon pour parler de Douguine, qui a fait une interview croisée avec Pepe Escobar, la star de l'information altermondialiste. Moi, j'ai appris quelqu'un, je connais pas Pepe Escobar, il va falloir faire une petite recherche sur cette personne. Peut-être quelqu'un de la famille, un parent de Pablo. Non, je ne crois pas. Et il y a eu aussi un autre débat à 3. Alors les fameux de Duran, hein, Alexandre Mercouris, c'est Alexandre Mercouris, puis il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, et Glenn Diesen, qui a aussi une chaîne YouTube qui est assez intéressante, qui s'appelle
Je ne sais plus, mais Glenn Dizon, vous trouverez. Donc, bon, alors je ne vais pas vous dire sur quoi étaient axés les deux, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais c'est deux interviews que nos auditeurs peuvent j'imagine, écouter. Sur YouTube, Dugin, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais ça se trouve, j'imagine. Ensuite, oui, pour juste reparler de Dugin rapidement, il cite en exemple, alors lui, c'est un anticapitaliste, hein, quelque part, hein, c'est de l'extrême droite, on peut dire anticapitaliste, puisqu'il nous dit la fameuse, oui. La plupart des civilisations traditionnelles condamnent l'usure, qui est un pilier du système financier capitaliste. Donc, Dugin assigne aux BRICS une mission grandiose. Moi, je pense qu'il est assez idéaliste là-dessus, parce qu'il nous dit que les BRICS sont le noyau d'une idéologie alternative révolutionnaire pour la réorganisation de l'humanité sur des bases différentes, non occidentales, certes, non protestantes, certes, non capitalistes, je doute, non libérales, bof, et non occidentale au centre, certes. Je pense je m'attendais à non juive aussi, rapport à l'usure. Je ne sais pas si Dugin parle vraiment à c'est peut-être moi qui ai l'esprit mal placé. Peut-être, mais là vraiment je n'en sais rien. Mais ce que je trouve assez marrant, cette sorte de naïveté, comme quoi il ne serait pas capitaliste. Bon. Alors, le Pepe Escobar, voilà, s'il est très anti-gringo, ne va pas aussi loin. Et donc, voilà, il y a des débats. Je pense que Dugin est vraiment un idéaliste. Mais bref, qu'est-ce qu'il en est ressorti véritablement de cette conférence? Alors, moi, j'avais envie juste de parler rapidement aussi de Karaganov, qui est président du Conseil de politique étrangère de défense russe, conseiller de tous les chefs d'État russes depuis 40 ans, et qui argumente de la nécessité rationnelle et objective d'une mise en œuvre concrète de la dissuasion nucléaire face à l'OTAN. Donc, je pense qu'il y a eu des discussions à ce sujet là-bas. Il décrit les dirigeants ouest-européens comme des nullités morales dont l'imbécilité ne fait que s'aggraver, et qu'il faut dresser autour d'eux une clôture électrique comme autour d'un troupeau pour éviter qu'ils ne piétinent les propriétés voisines. Voilà, c'est un propos qui se sont tenus, en tout cas, sur donc la création d'un nucléaire tactique pour éviter le nucléaire stratégique. Oh putain, c'est dangereux ça. Voilà. Bon. Pour terminer, le secrétaire général de l'ONU, après sa venue, a déclaré persona non grata en Israël. Voilà. Si l'institution est menacée, ce n'est pas par le BRICS. Si l'institution des Nations Unies, ce n'est pas par les BRICS, est menacée, ce n'est pas par les BRICS. Guterres est sans doute venu à Kazan flairer les chambardements qui s'annoncent dans son écurie, puisqu'évidemment, le contenu du Conseil de sécurité peut être remis en question, puisque... Ça fait bien longtemps qu'il est remis en question, la composition. Ça fait longtemps, mais ça peut peut-être repartir vraiment d'actualité. Non, mais ça partira jamais. Le système de l'ONU est irréformable. C'est vrai, comme l'Union européenne. Il faut la casser, reconstruire dans ces cas-là. L'Union européenne n'est peut-être pas aussi bloquée que l'ONU, mais c'est vrai que c'est aussi fastidieux. Alors bon, est-ce qu'il se demande si ça a servi à quelque chose? Ça, on ne peut pas vraiment répondre encore aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'est une autre façon de créer des c'est donc justement, c'est pas une alliance, comme tu dis, c'est je sais pas le mot que tu as utilisé. Une coopération. De souveraineté, hein, on est bien, voilà. Donc c'est très différent. Dans l'épreuve du temps, qu'est-ce qui va l'emporter? Des traditions plus livresques que vécues, je pense que là il parle des pays des BRICS, ou un vécu qui nie les traditions. L'Occident historique avait engendré son assassin et son sauveur. Attends, c'est comme si en poussant le reste du monde à s'unir contre les BRICS, l'Occident historique avait engendré son assassin et son sauveur, celui qui, en le tuant, le transformera en Occident éterne. Donc, c'est des réflexions... lyrique. Ouais. Voilà. Écoute, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais je pensais que c'était une réflexion sur ce sommet qui a eu que une couverture médiatique très superficielle. Je trouvais un peu plus intéressante, un peu plus profonde. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu veux ajouter quelque chose? Alors, moi, du coup, ce qui a l'air d'en ressortir, c'est que, à défaut d'avoir des avancées concrètes et des trucs comme ça, bon, la monnaie des BRICS, c'est un serpent de mer. Ils montrent au moins qu'ils ont la volonté de se retrouver.
de coopérer et de construire quelque chose ensemble, ce qui est bien du point de vue communicationnel. Et ils montrent leur volonté d'inclure des gens et tout ça. Donc je pense qu'ils gèrent plutôt bien leur communication. De toute façon, leur cible, c'est pas l'Occident, ils s'en foutent. L'Occident, il est en bloc, il est derrière les États-Unis, donc c'est pas leur problème. Ils montrent aux autres que, regardez, on a des projets, on n'est pas exclusif, donc on peut faire des choses ensemble. Moi, c'est surtout ça que c'est surtout cette impression que ça me donne, à défaut de projets concrets. Hormis, bien sûr, la création d'un ordre alternatif, mais ça c'est tout le truc des BRICS, ça veut dire. On passe aux États-Unis pour terminer. Ah oui, le Japon. Alors, le Japon, tu oublies toujours ce pauvre pays. Donc, le Japon. Donc, on a eu encore récemment les élections législatives au Japon. Donc, ce 27 octobre, donc juste après les élections en Géorgie, sacrée année électorale, comme on le disait en off. Donc, des élections, je fais un petit contexte assez historique parce que ça fait suite à la démission de Shinzo Abe et tout ça en 2000. Enfin, la démission, puis ensuite en 2022, le meurtre de Shinzo Abe, qui a mené à des enquêtes et la révélation de tout un tas de scandales de malversation financière autour du PLD, donc le Parti libéral-démocrate, qui est le parti qui domine et écrase la vie politique japonaise depuis à peu près la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi Shinzo Abe avait démissionné ? Je sais pas, parce qu'il estimait peut-être qu'il était temps de prendre sa retraite politique. Ça peut arriver. Il a quand même été 8 ans Premier ministre. C'est le Premier ministre japonais qui bénéficie de la plus grande longévité, en poste du moins. Et du coup, il avait été assassiné. Et avec tous les changements qu'il y avait eu, on avait, à la fin du mois dernier, donc fin octobre, des primaires qui étaient organisées au sein du parti, donc du PLD, donc le parti, je rappelle, le parti dominant, qui est plutôt axé à droite, on va dire, même si c'est pas comme la droite en France, attention. Donc on avait des primaires dans ce parti, et on avait aussi des primaires dans le principal parti d'opposition, qui est le PDC, donc le Parti démocrate constitutionnel, qui en gros s'oppose, c'est un peu le centre-gauche, s'oppose grossièrement, entre autres, à la modification de l'article de la Constitution japonaise qui empêche le Japon d'avoir une armée. Je grossis vraiment pour essayer de simplifier. Et donc, on a assisté à des renversements de table avec le Parti démocrate constitutionnel, qui est l'opposition, qui a choisi comme candidat principal pour le poste de Premier ministre Yoshihiko Noda, qui a été Premier ministre durant la courte période d'alternance de 2009 à 2012. Lui, il l'a été durant l'année 2000, de 2011 à 2012, lui. Donc c'est un ancien Premier ministre, il bénéficie de cette aura. Il n'est pas forcément axé très à gauche, mais il est plutôt axé vers le centre. Et en gros, le programme du Parti démocrate constitutionnel, c'est on va foutre un coup de Karcher et on va lutter contre la corruption et essayer de mettre à mal l'hégémonie politique du PLD sur le pays. Parce que le pays souffre d'une espèce de manque d'alternance. On a eu moins de 10 années où le PLD n'a pas été au pouvoir depuis sa création, dans les années 50 environ. Donc il y a de réels problèmes, même si il y a des changements de ligne politique au sein du parti. C'est plus complexe que ça en a l'air. Et du coup, on a eu cet ancien Premier ministre qui est devenu la tête de file du parti d'opposition, et le PLD, qui a vu l'éternel opposant de Shinzo Abe, Shigeru Ishida, devenir le président du PLD. Donc, on va dire que c'est la gauche du PLD, très anti-Abe, donc plus au centre, et qui est devenu par ricochet le Premier ministre, vu que qui domine le PLD domine la vie politique japonaise, du moins jusqu'à récemment. Et c'est lui qui avait lancé l'idée d'un OTAN du Pacifique, Oui, et qui a essayé de limiter un peu la casse sur le PLD en déclenchant des législatives anticipées. Comme prévu, les législatives ne se sont pas très bien passées pour le PLD.
vu que donc le PLD en général a tendance à régner sur les politiques japonaises avec un partenaire mineur, qui est le Komeito, qui est un parti d'inspiration bouddhiste, donc un peu à droite, on va dire. Et là, eh bien, la majorité qui est ce qu'il faut, c'est 233 sièges à la Chambre basse. Là, le PLD est tombé de 259 sièges à 181. Et ils en ont perdu beaucoup. Et le Komeito est passé de 32 sièges à 27. En gros, les deux partis, ensemble, ne sont plus suffisants pour avoir une majorité. À l'opposé, on a le PDC qui est passé de 96 à 159 députés, donc qui se rapproche, qui chatouille à une vingtaine de députés près le PLD. Mais c'est pas suffisant toujours pour former un gouvernement de majorité. Donc on a des plus petits partis, un parti qui est catégorisé comme un parti libertarien. Bon, c'est un parti libéral qui est le Ishin, qui lui a recueilli 35 sièges. Le DPP qui a recueilli lui 27 sièges, et tous les fragments de la gauche qui ont une vingtaine, trentaine de sièges restants. Et donc du coup là, la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Aucune coalition régnante n'a de quoi former un gouvernement. On peut très bien avoir le PLD qui réussit à élargir sa coalition en piochant ailleurs, avec un autre parti qui serait OK pour diriger avec lui, en échange de concessions au Parlement. Ou on peut avoir le PDC qui réussit à faire une grosse coalition d'opposition sur certains points clés, notamment le redécoupage des circonscriptions électorales, très important pour casser les reins du PLD en matière électorale, et aussi des programmes anticorruption. Pour l'instant, on est vraiment dans l'expectative. Donc Ishida, pour l'instant, reste en place, vu qu'il n'y a aucun accord qui a été trouvé. Mais on verra bien dans les prochaines semaines, ou peut-être, on espère prochaines semaines quand même pour eux, des arrangements sortir. Et au-delà de toute aspiration partisane, ce serait quand même pas mal qu'il y ait une petite alternance politique et que le PLD perde la main, tout de même. Et puis, de l'anticorruption, ça fait jamais de mal. Et un rééquilibrage des circonscriptions et tout ça pour éviter qu'il y ait des dominations politiques sans partage, ce serait plutôt intéressant. Donc voilà pour le Japon. On est sur une situation assez intéressante et inédite, globalement, depuis l'alternance 2009, qui avait vu le PLD s'écrouler à 120 députés contre 300 pour le Parti démocrate de l'époque, et dont là, aujourd'hui, le PDC est un héritier, après son effondrement en 2012. Shinzo Abe, quand il a été assassiné, il était déjà sorti de la politique. Oui, il n'était plus Premier ministre. Ouais. Il a été assassiné, entre autres, par quelqu'un qui était lié à, je crois, la secte Moon, un truc comme ça, et des malversations financières, qui avait ruiné sa famille. Voilà, c'était vraiment un assassinat solitaire. C'était pas, on ne soupçonne pas la politique derrière. Pour faire vite, en fait, son assassin, si je me souviens bien, avait vu sa famille plus ou moins ruinée par des extorsions et tout ça de la secte Moon, donc qui est une secte très connue au Japon. Il s'est avéré au fil des enquêtes que la secte Moon était liée, de par des jeux d'argent, avec le PLD et de beaucoup d'officiels. Ce qui a ruiné la réputation du PLD, et ce qui est responsable, entre autres, alors, c'est pas tant un naufrage, mais de la chute de son piédestal du PLD dans la politique japonaise, actuellement. Et qui va peut-être justement mener à la première alternance politique depuis la dernière, en 2012. C'était la fin de l'alternance politique en 2012. Ça fait quand même 12 ans. Peut-être qu'on va assister à un changement de la vie politique japonaise. Ton micro est toujours coupé, Flavie. Il y a aussi cette histoire que la secte Moon aurait financé le Front National. Ça te dit quelque chose, ça? Ça me dit rien. ça me dit rien. Oui, bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais la secte Moon, oui.
Mais bon, voilà. Des activités diverses et variées. Alors, pour terminer sur les États-Unis rapidement, parce que l'heure tourne, qu'est-ce qu'on peut dire de ce spectacle un peu consternant? Eh ben, je vais faire un tour Chose. en vrac, et puis après je te laisserai placer tes infos. C'est que on assiste au niveau des sondages nationaux à un coude à coude maintenant en termes de vote populaire entre Donald Trump et Kamala Harris, aux alentours de 47% pour chacun. Ce qui est plutôt impressionnant. En général, le vote populaire a tendance à être assez en faveur des démocrates. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, ce sont des sondages, hein, attention. On a aussi Trump qui apparemment est pressenti pour remporter l'État de Pennsylvanie. Donc c'est là où il y a Philadelphie, hein, par exemple, qui est un État assez important parce qu'il représente 19 grands électeurs. Donc c'est un État, c'est pas un État comme la Californie qui représente 54, mais Et c'est un État quand swing même state, important. le Pennsylvanie. Hein. Ouais, apparemment. C'est un État assez important. Et Donald Trump, aujourd'hui, d'après pas mal de projections, est pressenti pour l'emporter avec le vote des grands électeurs. À voir ce que ça va donner. On a l'impression que même les démocrates sont un peu en train d'acter leur défaite avec, entre autres, le refus du Washington Post pour la première fois de soutenir un candidat démocrate. Mais ça, c'est un désaveu. Hein. Ça veut quand même dire non, mais ça pue trop la merde, on peut pas soutenir. Enfin, oui, bon aussi, c'est parce que nous allons y venir, la candidate démocrate, et je veux dire, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le dit, hein, on est obligé de le constater, c'est quand même un désastre. Enfin, moi, je ne pensais pas du tout qu'elle était aussi mauvaise. Kamala Harris a apparemment pas si mal performé pendant le débat contre Trump qu'il y a eu sur ABC ou CNN, je sais plus. Bon, c'est vrai que c'était plutôt kiff-kiff. Ça que lui n'a pas été très bon. En fait, elle a vraisemblablement bien été coachée en amont. Oui. Mais quand elle n'est pas coachée... Elle a des prompts. Ouais. Elle avait... Alors, il y avait aussi il y avait la question de l'oreillette. Parce que c'est vrai que c'est étonnant qu'elle était... Non, mais c'est étonnant qu'elle était aussi à peu près correcte sur ce débat et tellement mauvaise depuis. Et elle a plus de boucle d'oreille depuis. Ouais, bon, ok. Garde tes idées de ville complotiste pour toi. Non, mais j'ai aucune idée là-dessus. Je dis ça, c'est une plaisanterie. C'est dans le sens où je n'arrive pas à comprendre que depuis, elle soit aussi mauvaise. Mais c'est parce qu'elle est... Enfin, elle est probablement pas aussi bien entraînée. C'est pas un débat présidentiel, donc il y a moins d'importance, il y a moins d'enjeux. Même si les débats ont tendance à, en général, pas beaucoup faire changer les lignes aux États-Unis. D'ailleurs, pas que aux États-Unis. Ça fait surtout bouger les indécis. Et il y a d'autres passages. En fait, on a eu le fameux, je crois, 32. 32. Ouais, c'est ça, on a eu ce passage pendant un de ces meetings où elle n'a pas arrêté de dire 32, remember, 32. C'est-à-dire que le prompteur était arrêté et elle était complètement perdue. En regardant son prompteur comme une bête isolée. Enfin là, c'est gênant. Elle est honnêtement gênante. Donald Trump n'est peut-être pas le candidat idéal et tout ça, il n'est pas exemple de défaut, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais Kamala Harris... elle reviendrait presque, attention, parce que c'est pas non plus un légume, à en faire regretter Biden. Même si Biden... c'est-à-dire qu'elle est aussi mauvaise que lui, tout en étant plus jeune et en bonne santé. Donc disons, quand même, elle inspire moins de pitié. Biden, il inspirait de la pitié dans le sens où c'est un vieux, et il est sénile. Elle est malaisante, notamment quand elle rit. C'est vraiment très malsain. Quand elle sourit et rigole. Et elle a un bon sourire en soi, mais elle l'utilise un peu trop pour combler le reste, pour combler le vide. On a eu aussi des interviews d'elle, une interview notamment sur CNN, qui n'est pas une chaîne pro-républicaine ni pro-démocrate, qui est à peu près qualifiée comme neutre aux États-Unis, et où elle a eu des questions posées par le public, par le présentateur, et elle a eu des réponses lunaires. Entre autres, elle a dit que le mur de Trump, c'était une mauvaise idée, pour au final dire que oui, c'est une mauvaise idée, mais il faut quand même le faire. Faut le finir, je sais pas. Enfin,
Est-ce que tu Donc sais quand où elle tu parle d'elle, elle dit qu'elle se lève sais le où tu vas? matin, qu'elle fait un peu de sport, enfin des trucs totalement sans intérêt. Elle pourrait mettre un peu de vie à raconter des choses plus privées, mais c'est lunaire aussi par le pire qu'anecdotique. Bah, c'est un moyen d'esquiver, C'est le les moyen de questions. prendre du temps, ouais, il y a des questions. Mais je veux dire, c'est pas compliqué d'avoir 5 points dans sa tête de choses un peu intéressantes à raconter. Donc visiblement, elle a 5 points. Je sais pas, je fais du sport le matin, je travaille 14 heures par jour. Je viens de la middle class. Mais enfin, elle a des équipes quand même. Je comprends que ces équipes la quittent parce qu'ils la trouvent nulle et paraît-il très désagréable. Les équipes, ils peuvent lui drafter des éléments de langage un peu plus consistants quand même aussi. Bah ouais, comme tu disais, ça sent pas très bon. Alors attention, c'est le moment complotiste. Ça sent pas très bon pour l'établissement démocrate et l'État profond. Attention, gros complotisme, hein, parce que, entre autres, le Washington Post, qui est détenu par Jeff Bezos, refuse de soutenir un candidat. Bon, déjà, il n'a pas soutenu Ils ne veulent Trump. pas insulter l'avenir, peut-être, hein, tous ces chefs de GAFAM. Parce que Zuckerberg ne s'est pas non plus exprimé. Elon Musk, carrément, il est de l'autre côté. C'est quoi la valeur de la parole de Zuckerberg? C'est rien, c'est juste le propriétaire de Facebook. C'est le propriétaire de Facebook, c'est pas Taylor Swift, c'est pas quelqu'un qui tire les foules derrière lui. Jeff Bezos, ça c'est personnel, mais pour moi Jeff Bezos c'est un bon enfoiré. Bon, c'est juste moi qui n'aime pas Amazon, c'est mes problèmes. Mais qui ne prennent pas position, ok, au moins il n'a pas soutenu Trump de la part de ses détracteurs. Ce qui est fou, c'est que tout à l'heure sur Arte, il y avait une petite table ronde chez Elisabeth Quint, et un monsieur que je ne connais pas, un commentateur, s'offusquait que Musk ait affiché son soutien à Trump et que c'était vraiment une faille démocratique, comme ça, de prendre parti. Mais jamais personne sur ce plateau n'a dit, mais les démocrates, tous les acteurs en vue, tous les patrons de GAFAM avant, et tous les journaux mainstream prenaient parti pour les démocrates. Ça n'a jamais posé problème. Mais là, Musk, c'est une faillite démocratique. C'est comme, je veux dire, et personne pour le contredire, c'était quand même consternant. C'est Arte aussi, c'est pas trop surprenant. Mais on a aussi, dans la veine du média, je crois que c'est le New York Times, je suis plus sûr, ou c'est peut-être le New York Post ou quelque chose comme ça. Bref, c'est quand même un gros journal traditionnel des États-Unis qui a affiché son soutien pour Donald Trump. C'est quand même chaud, hein, qu'un gros journal affiche son soutien pour Donald Trump. C'est lequel? Ça ne doit pas être le New York Times quand même. Alors attends, j'essaye de retrouver, mais c'est un gros média. C'est un gros média traditionnel, pour lequel on ne s'attendrait pas du tout à ça. Voyons voir, où est-il? C'est le New York Post. Ouais. Voilà, le New York Post, c'est pas le New York Times. Ouais, mais ça reste quand même un gros journal, pas autant que le Times, hein, cependant, qui soutient Donald Trump. Et on a aussi dans la veine de la panique médiatique. Alors, d'aucuns diraient que c'est ça, hein, que des médias s'acharnent sur un candidat et tout ça, c'est parce que celui-ci doit vraiment être dangereux. Peut-être. C'est tout à fait possible, hein, ça peut être un vrai danger pour le pays, ou ça peut être aussi un vrai danger, et c'est pas incompatible avec le point précédent, pour leurs fesses, pour leurs fesses et leurs intérêts. Et notamment, on a eu, je crois que c'était hier ou avant-hier, un rassemblement, un meeting de Donald Trump à Madison Square Garden, qui a réuni beaucoup de gens, et qui a été comparé de manière assez crasse, vraiment c'était indécent, à des rassemblements de républicains, donc toujours le même parti, en 1939, ouais, en faveur d'Adolf Hitler et tout ça, félicitations, je crois que c'était à l'occasion d'un voyage ou un truc comme ça. Et entre 1939 et aujourd'hui, il ne s'est rien passé au Madison Square Garden. C'est pas de chance parce que Jimmy Carter, Kennedy, Bill Clinton ont aussi tenu spectacle. Non, mais ils ont aussi tenu des rassemblements nazis, pro-nazis au Madison Square Garden. Hein, c'est honteux. Mais eux aussi, c'était des nazis. Non, voilà, bref, c'est juste indécent. Non, mais ça veut dire qu'ils ont vraiment plus de cartouches. Hein. C'est quand même en arriver là. Ça fait un moment. Ça fait un moment que Trump est qualifié de. Enfin, il est qualifié de tous les noms. Oui, et là, il y a deux Hitler aujourd'hui, il y a Trump et Poutine. Ils sont deux à. Oui, on martèle beaucoup
On martèle beaucoup le Trump fasciste, par exemple. Ça, c'est Kamala. Oui, ce n'est pas que Kamala, notamment, petite anecdote, mais les cadres de Wikipédia, donc Wikipédia, magnifique encyclopédie libre, hein, ce n'est pas ironique. Mais bon, il faut être conscient des biais politiques que peut avoir Wikipédia cependant. Les fondateurs de Wikipédia ont acté le fait que Trump était un fasciste et que le Trumpisme était classé dans les idéologies dites d'extrême droite. Donc du national-populisme, et ce genre de choses. C'est quand même hallucinant. Le parti étant anti-immigration et avec des velléités protectionnistes, c'est pas de l'extrême droite. C'est vite plié. C'est assez vite plié. Non, mais aujourd'hui, c'est assez vite plié. Oui. Protectionnisme opposé à un libre-échange absolu et anti-immigration. Voilà. Conservateur. C'est un vil conservateur aussi. Et conservateur, donc oui, bon, c'est-à-dire, je ne sais pas si lui, il est vraiment, mais en tout cas, plus modéré sur les questions liées à l'avortement. Il est assurément conservateur, pas réactionnaire. Attention. Et sur l'avortement, on rappelle que lui, il n'est pas ouvert, enfin, il est pas contre. Il n'est pas contre, il est pour laisser les États décider. Oui. C'est un peu une position républicaine classique, on laisse les États choisir. Voilà. Parce que les démocrates sont contre eux. Eux, ils veulent mettre l'avortement au niveau fédéral pour forcer les États. Bref, c'est pas notre pays, on s'en fout. Mais voilà, c'est important d'être au courant des nuances. Oui, en effet. Quelques mots sur Kamala Harris. Donc, elle était procureure. Elle n'a pas d'enfant. Moi, ça m'a étonnée. Je peux persuadée qu'elle en avait. Parce que, moi aussi. En fait, c'est l'ambiguïté avec ses beaux enfants. En fait, ce sont les enfants de son mari, Douglas Emhoff. Donc, elle a 2 beaux enfants, un garçon et une fille, mais elle n'a pas d'enfant elle-même. Elle a été procureure de San Francisco, puis de Californie. Alors là, c'est un peu du gossip, c'est un petit peu... Mais il faut quand même le dire, elle a été longtemps la compagne de Willie Brown, qui était le maire de San Francisco. Un gros maire de San Francisco pour l'histoire de la ville. Beaucoup plus âgé qu'elle. Voilà. Donc voilà, ça a été, je pense, un soutien important de sa carrière. Avocate, on nous dit qu'elle aurait éventuellement peu plaidé, mais elle était plutôt connue pour être tenir des positions assez dures. Pas faire respecter la loi. Oui, mais ce qu'on pourrait considérer du côté progressiste ou démocrate assez dur, elle a été critiquée pour ça à l'époque, alors que aujourd'hui, elle nous propose plutôt de libérer la vente de marijuana pour aider le business des Noirs, c'est ça, un truc comme ça qu'elle a dit. Alors oui, c'est hallucinant que... Oui, petite incise sur ça, mais alors elle a fait la même chose, pas exactement, mais la même veine, avec les latinos et tout ça, donc pour draguer les communautés et les minorités. Et elle a entre autres proposé pour les Noirs, vraiment, de autoriser le commerce de marijuana pour soutenir les entreprises et le travail au sein de la communauté noire. C'est pas mal. Si ça, c'est pas du racisme, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est du racisme. Mais c'est le bon. Tu vois, c'est le bon, c'est le racisme bienveillant qui veut permettre aux gens de faire de l'argent. C'est le racisme acceptable. C'est le racisme paternalisme. Qui se disent antiracistes. C'est le racisme de la gauche. C'est le racisme de la gauche progressiste, ouais. Donc c'est du paternalisme. Elle a été sénatrice aussi, si je ne me trompe pas. Elle est présidente du Sénat, mais en tant que peut-être vice-présidente. Oui, le vice-président et président du Sénat. Mais je crois avoir elle a été sénatrice en 2017. Première sénatrice américaine d'origine indo-américaine, deuxième sénatrice afro-américaine. Mais elle se rentre à la commission du renseignement, sécurité intérieure, commission judiciaire. Je pense qu'elle a fait un certain boulot pendant la crise des subprimes pour essayer de négocier peut-être des sorties meilleures pour ceux qui en avaient souffert. Elle a négocié des accords avec 5 des plus grandes sociétés de prêts hypothécaires, accusées d'avoir utilisé des méthodes illégales dans leur saisie immobilière. Elle a pu conclure avec les 3 plus grands fournisseurs d'hypothèques, les banques Morgan Chase, Bank of America et Wells Fargo, un accord substantielle. Donc là, si on peut dire quelque chose peut-être de positif, parce qu'on ne dit pas trop. Effectivement, elle aurait bien fait son travail. Elle a poursuivi les dirigeants bancaires à l'origine de la crise.
voilà. Donc, Ouais, c'est une bonne chose. Au moins ça, on va dire. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses intéressantes à rajouter sur actuellement ce qui se passe aux États-Unis? Parce que c'est pour bientôt. Hein. c'est mardi soir, hein, je crois. Donc, c'est notre dernière Ça. émission avant l'élection. La prochaine sera pour commenter les résultats. Si, ils seront pas tous tombés d'ici là, t'inquiète pas. Hein. Il y a des comtés qui mettent jusqu'à 6 jours pour faire le compte de leur voix. On a les résultats finaux vraiment au bout de combien de temps? Eh ben, au bout d'une semaine, j'ose imaginer. Et s'il n'y a pas de recompte, des voix. Ouais. Parce que c'est marrant. J'en profite pour glisser un autre. Chaud, hein. J'en profite pour glisser un autre tacle. Mais c'est marrant de constater que tu as des comtés. La plupart des comtés républicains, les comptes sont donnés dans la journée à peu près, sous 24 heures. Et tu n'as que dans des comtés démocrates. Alors, on va me dire, c'est les plus peuplés. Oui, mais pas nécessairement, parce que c'est fait pour normalement être équitable en termes de population. C'est des découpages administratifs. Et certains mettent jusqu'à 6 jours pour donner les résultats. Si bien sûr, il n'y a pas de perte de boîte avec les votes dedans. Évidemment. Ou d'incendie fortuit. Bref, les gars, si vous voulez truquer les élections, soyez discrets et faites un effort. Voilà, il faudra probablement attendre environ une semaine pour qu'on ait les résultats à peu près sûrs. Qu'il y ait eu triche ou pas. Ça, on verra bien a posteriori. Il y aura des accusations de triche des deux côtés, quels que soient les résultats. Mais encore plus de la part du camp perdant. Bon, voilà, écoute, je pense que oui, voilà, on va pas faire une émission fleuve, donc je pense qu'on a traité à peu près ce qu'on avait à dire. Donc la semaine prochaine, on pourra commenter ça plus en détail, parce qu'on aura des débuts de résultats, en tout cas. Et on peut pas vous dire exactement quel jour on se retrouve la semaine prochaine. On a des petits problèmes d'organisation. Normalement mercredi. Hein. Mais normalement c'est mercredi, ouais. Oui. Mais peut-être que là je laisse. Mais Gauthier est disponible mercredi prochain? Mais bien sûr. Peut-être que ce sera toi et Gauthier alors. J'aurais peut-être un. Mais bon, c'est pas. Ah, tu m'abandonneras et tu me refourgueras. On peut varier de temps en temps les tandems. On verra. C'est pas. Voilà, c'est pas. De toute façon, on verra bien de toute manière. Voilà. Merci à tous nos auditeurs et puis à la semaine prochaine. Merci à tous, à la semaine prochaine. Dans la dissociété des 10 souris contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, on dit solution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.